Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à Florence Hulac, Valentin Grobner et Olivier Richard de nous faire l'amitié de leur présence. Et merci à Pierre Monet, mon ami et compagnon de l'histoire du monde au XVe siècle. C'est important aujourd'hui de le rappeler, d'avoir avec sa bienveillance et son efficacité coutumière organisé cette séance, la troisième de notre cycle, consacrée à commune, communauté, communalité dans les villes allemandes du Moyen-Âge, une expérience européenne entre théorie et pratique. Je lui laisserai le soin, comme on en a pris l'habitude tout à l'heure, non seulement d'introduire la séance, mais de nous présenter ses participants. Vous avez compris aussi que cette expérience européenne, elle doit s'entendre comme on tente de le faire depuis le début de l'année, à la fois dans sa dimension historique et dans sa dimension historiographique. Dans sa dimension historique, c'est ce qui en fait effectivement notre séance allemande, comment comprendre les rapports entre commune, communauté, communalité dans cet autre pays de ville par rapport à l'Italie, évidemment, qu'est l'Allemagne, mais aussi expérience historiographique, puisqu'il s'agit, comme l'a écrit Pierre dans le résumé qui vous est fourni à l'entrée de la salle, de réfléchir aussi à cette grande rencontre heuristique et épistémologique entre histoire et sociologie. Évidemment, chaque séance, vous l'avez compris, a une expérience historiquement située en ligne de mire, mais aussi une expérimentation historiographique. Nous étions plutôt dans la philosophie politique il y a 15 jours. C'est décidément du côté de la sociologie que nous nous situerons aujourd'hui dans ce rapport, évidemment, entre Weber et Durkheim, ce qui pose le problème de la conjuration. Florence Hulac l'a montré, et on l'aura encore évidemment avec le serment d'Olivier à s'en souvenir, ce qui pose le rapport donc entre la forme jurée et la forme corporative comme sinon idéal type, du moins fiction politique, puisque je me souviens que j'avais eu le plaisir déjà à Paris 1, lorsque j'organisais un séminaire sur ce sujet, d'entendre Florence Hulac, où elle montrait au fond qu'il s'agissait moins, dans une histoire de la domination weberienne, d'une fiction qui fonde la domination que d'une domination qui rend la fiction crédible. On avait vu il y a 15 jours, avec la séance organisée par Paulin Ismar, comment, justement, dans ce jeu de transparence entre expérience historique et expérience historiographique, se jouait l'histoire des résurgences dont on tente de faire l'histoire ensemble. Cette histoire des résurgences, je le rappelle, et je le rappelle en reprenant quelques mots. C'est le fameux résumé des chapitres, mais très très rapide, du chapitre précédent, les quelques mots que Paulin Ismar avait employés pour introduire la séance il y a 15 jours. Il s'agissait bien, donc, dans cette expérience communale, de ne pas se limiter aux formes paroxystiques de la manifestation politique, mais tout au contraire, d'être attentif, de prêter l'oreille, Carole Wiedemeyer l'avait aussi dit en ces termes, de prêter l'oreille à une histoire chorale, à une histoire à bas bruit, à une histoire des temps faibles, cette notion d'intervalle qui était d'intervalle platonicien dont Paulin Ismar nous avait expliqué qu'il la travaillait avec Arnaud Massé. Ce qui était en jeu, c'était donc bien l'expérience sensible que constitue la commune, et on aura à en reparler aujourd'hui du point de vue de la représentation visuelle, représentation jurée, etc., mais aussi en même temps toujours cette double dimension de cette expérimentation historiographique, avec une réflexion qui avait couru il y a 15 jours et que je crois nous allons pouvoir reprendre telle quelle. Que faire avec la valeur
germinal, pour reprendre l'expression de Castoriadis, en l'occurrence il y a 15 jours de la cité grecque. Que faire d'un commencement qui ne commande pas une origine, dont on n'a pas besoin de fictionner le point de départ pour constituer, je dirais, la tradition comme tradition. Cela engage donc l'idée, et ça Yves Saint-Omer l'avait montré, l'idée que l'on se fait de la modernité occidentale, ce qui était une façon d'articuler le séminaire de l'année dernière avec le séminaire d'aujourd'hui, que l'on parle d'oubli, de métaphore, de réflexion théorique. C'était les 3 moments du panorama historiographique d'Yves Saint-Omer. Le rapport à la cité grecque dans la philosophie politique contemporaine dit quelque chose du caractère exclusif ou non qu'on prête à la modernité occidentale dans l'histoire de la rationalité moderne. Et de ce point de vue-là, on butait sur la question weberienne que nous allons, je crois, aborder explicitement aujourd'hui. Et puis finalement, il y a 15 jours, nous étions aussi déjà dans les prémices de cette séance allemande, puisque Carol Widmayer avait pris appui sur la philosophie de Hannah Arendt pour nous rappeler que l'histoire est une philosophie pratique des capacités humaines qui nous oblige à nous remémorer de quoi les hommes sont capables, et que le détour par la commune permettait de comprendre qu'au fond, la question du commandement, que la question de la souveraineté n'était pas toujours inhérente à l'ordre politique, et qu'on pouvait penser différemment les périodes d'émergence, d'effervescence et de stabilisation communale, qu'en restant de manière obsidionale figé sur les questions de souveraineté. Et ça aussi, c'était la manière dont Hannah Arendt pensait, je dirais, ce trésor perdu qu'est l'expérience communale, et c'est d'une certaine manière ce qui nous est transmis aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, Pierre, en te remerciant une fois de plus, je te laisse la parole pour nous expliquer comment tu vas conduire les opérations. Merci beaucoup, cher Patrick, pour cette présentation, cette introduction aussi au thème qui permet de relier la séance de ce jour à celles qui précèdent et celles qui vont suivre. Alors, avant de présenter les participants à cet atelier, je voudrais reprendre quelques éléments de la réflexion que j'avais proposée à Patrick Boucheron lorsqu'il m'a fait la joie et l'honneur de me confier l'organisation de la présente séance au début de l'année académique dernière. Comme l'on sait, en effet, du point de vue historiographique, et cela vient d'être déjà rappelé, la ville médiévale, et plus spécialement son organisation politique peut-être la plus libre et la plus élevée, qui prit le nom de commune, n'a cessé depuis la fin du Moyen-Âge de faire l'objet de grands récits qui, chacun à leur manière, ont tenté d'en évaluer la portée sociale, culturelle et politique au regard de sa performance au long cours de l'histoire européenne. Face au triomphe de l'Europe des principautés, des monarchies, des empires, au temps moderne, puisque cette Europe moderne ne fut décidément pas une république urbaine, peut-être à l'exception, on pourra en discuter, de la Suisse et des Pays-Bas pour un temps, la ville médiévale continuait aux yeux des Lumières de briller des feux prétendus de l'autonomie, du consensus, de la libre entreprise et du bon droit, avant que l'industrialisation et le libéralisme des bourgeoisies, de la notabilité, du nationalisme et du parlementarisme n'érigent au XIXe siècle les cités médiévales en laboratoire de leur propre actualité. On en retrouve bien sûr les échos, aussi bien dans les grands récits libéraux ou dans la pensée marxiste que dans les diverses histoires nationales, et cela au moins jusqu'au début du XXe siècle. La ville, et plus spécialement la commune médiévale, sont donc non seulement un objet d'histoire et d'études historiques, mais leur historiographie participe sur le temps long
d'une construction contemporaine du savoir politique et social dont se sont emparés tour à tour l'histoire, l'archéologie, la géographie, la sociologie, on le verra tout à l'heure, et l'anthropologie culturelle. Alors certes, les réinterprétations, les déconstructions du XXe siècle, singulièrement à partir de 1945, ont révisé ce grand récit d'une histoire longue des bourgeoisies urbaines libres et entreprenantes et d'une expérience communale dont l'épure aurait préparé les grandes avancées de la modernité. Pour autant, il a bien existé, c'est notre croyance, en tout cas la mienne, un moment singulier de la communalité, de la communauté et du communalisme médiévaux, à commencer par les représentations que s'en firent les contemporains eux-mêmes, redisant sans cesse, à travers statuts, images, rites et pratiques, l'originalité, pour ne pas dire l'exemplarité, d'un régime, d'un espace et d'une société ménageant même un espace d'expression pour une auto-représentation individuelle. C'est donc à une tentative visant à réévaluer, à balancer, à jauger la force interprétative du modèle communal ancien pour notre temps que souhaiterait inviter cette séance qui interrogera le terme, à la fois mot et expérience, par le biais de sa construction historiographique, sur le moment même, puis ultérieurement, par le truchement de sa capacité à avoir engagé, au tournant des 19e et 20e siècles, une grande rencontre heuristique et épistémologique entre histoire et sociologie. Et naturellement, les noms de Weber et Durkheim s'imposent ici, par le détour aussi des pratiques et des rituels spécifiques dont elle a fourni le cadre et qui l'ont institué, ainsi notamment du serment, par l'examen d'une conscience spécifique de la personne, ajoutant à l'identité communale collective une identité individuelle propre. Le regard ainsi porté revendiquera à dessein un décalage à la fois historiographique, conceptuel et géographique, en mobilisant, vous le verrez, références et repères extraits en grande partie d'une ère germanique conçue au sens large, à la fois comme espace ayant porté des constructions urbaines qui ne sont pas sans rapport avec un fédéralisme encore vivant, tant en Allemagne qu'en Suisse, et comme culture spécifique, où l'histoire, le droit et la sociologie se sont tutoyés d'une manière différente de ce que l'épistémologie des sciences humaines peut offrir en France ou ailleurs. Alors, après ces premiers mots qui servent d'introduction générale et en même temps de remerciement à nouveau à Patrick Boucheron pour avoir fait confiance à cette déclaration d'intention et d'intérêt, eh bien, je voudrais dire que les différentes thématiques qui vont être déclinées à travers les exposés que vous allez entendre, tendent moins à définir ce que fut la commune médiévale même si bien sûr il en sera question, que davantage d'interroger par quels moyens, justement, dans une société urbaine donnée, on fait commune. Et donc, de cette manière, évidemment, la séance d'aujourd'hui s'insère dans un temps long de l'expérience communale, entre des ateliers consacrés à la période de l'Antiquité et à des expériences beaucoup plus proches de notre actualité. En second lieu, cette tribune permet de rassembler plusieurs collègues dont les travaux, chacun à leur manière, contribuent à renvoyer l'image d'une histoire ouverte, réflexive, pluridisciplinaire, qui mobilise les ressources et les instruments du droit, de l'histoire politique, de l'histoire culturelle, de l'anthropologie et de l'historiographie, et qui croise, vous le verrez, les sources et les pratiques, tant celles des contemporains, les citadins médiévaux, pour lesquels la ville et son organisation politique n'étaient pas seulement un cadre de vie, mais un objet de réflexion et de représentation. Donc, tant cela que les représentations des historiens et des sociologues contemporains du XIXe au XXIe siècle, pour lesquels la ville médiévale a toujours constitué un objet particulier d'interprétation au regard des attentes et des théories politiques de leur propre présent.
Enfin, et en troisième lieu, la séance d'aujourd'hui propose un pas de côté, à la fois géographique et historiographique, en prenant donc pour terrain de réflexion un espace ou un cadre de pensée que l'on appellera par commodité germanophone, c'est-à-dire un lieu et une écriture de l'histoire marquée par une expérience qui présente des ressemblances et des différences avec d'autres espaces traditionnels de l'histoire urbaine médiévale, qu'ils soient italiens, français ou anglais. Les villes dont il va en effet être question appartiennent à une construction territoriale et institutionnelle, celle de ce qu'on appelle le Saint-Empire, où l'équilibre et la fractalité des forces se répartissent entre un roi, empereur, élu, et des princes de plus en plus souverains, mettant donc les villes, qu'elles soient de communes libres et autonomes, sous la forme de ce qu'on appelle les villes d'empire, ou bien qu'elles soient davantage dominées et médiatisées territorialement par les princes et la noblesse environnante. Donc il place ces villes, cette dynamique, ce rapport de force entre un empereur élu d'un côté et les princes de l'autre, qui place donc ces villes au cœur d'une rivalité, provoquant chez ces dernières une tentative de solidarisation et de mutualisation sous la forme des ligues urbaines qui participent de cet élan communal qui en quelque sorte déborde les murs de la cité et essaie d'insérer ces villes et ces communes sous le principe de la conjuration dans une organisation fédérative qui les dépasse et qui provoque cette même rivalité, la conscience de former une entité urbaine et politique d'une nature singulière. Sous cet angle, il n'est pas indifférent de remarquer que cet espace germanique a donné naissance, on va l'entendre, en allemand, à deux monuments dont tous les historiens et sociologues de l'expérience communale ancienne ont eu à débattre, hier comme aujourd'hui, et dont il sera question dans au moins deux des communications que l'on va entendre. Jakob Burckhardt, d'un côté, né en 1818 et mort en 1897 à Bâle, auteur en 1860 d'un célèbre livre, La civilisation de la Renaissance en Italie, le titre en allemand, Die Kultur der Renaissance in Italien, qui croise donc Renaissance, organisation politique de la commune et naissance de l'individu sur un terrain certes péninsulaire, l'Italie, mais dont les conclusions ont vocation à son époque à caractériser un moment occidental plus large. Deuxième monument, et Florence Hulac nous en entretiendra, la ville de Max Weber, fragment inachevé de Wirtschaft und Gesellschaft, économie et société, qui est écrit en 1911 et dont une nouvelle traduction française critique est désormais disponible depuis 2014 avec une postface de Yves Saint-Omer dont il a été question tout à l'heure, donc où l'individualisation du droit communal de la cité est analysée par ce sociologue en termes d'illégitimité proprement révolutionnaire. Dans l'un et l'autre cas, deux paradigmes, c'est-à-dire dans le cas de Jakob Burckhardt et dans le cas de Max Weber, deux paradigmes jouent un rôle fondamental. L'avènement de l'État moderne, d'une part, qui sert de toile de fond, en quelque sorte, à la réflexion et au récit, et d'autre part, la place de l'individu au sein du groupe social, dans la forme particulière que lui confère le lien communal, mettant donc au centre de la réflexion les questions de la conjuration et de la sociation, plongées dans chaque ouvrage au cœur de la question de la représentativité politique. Si les cités germaniques prises aujourd'hui pour exemple présentent donc en bien des points des éléments de structure politique et d'organisation sociale comparables à d'autres entités régionales d'Occident, elles offrent aussi des spécificités, en particulier en termes documentaires, qui disent le degré de représentation culturelle atteint par un certain nombre de villes de cet espace à la fin du XVe siècle, montrant combien faire commune, c'est aussi produire et exposer une image et un discours de soi et sur soi. Dans cette perspective, il suffit de rappeler que les villes de cet espace du Saint-Empire ont été le lieu de production de quelques 150 à 200 chroniques urbaines de toute nature,
rédigés entre 1350 et 1500, mais aussi le lieu de production de quelques 130 traités de bon gouvernement, descriptions également, éloges, cet ensemble culminant dans un monument chronistique et documentaire imprimé en 1493 à Nuremberg, en 2 langues, allemand et latin, sous le titre de Chronica Chronicarum, la chronique des chroniques, que l'on connaît également dans la recherche sous le titre de Weltchronik, la chronique universelle, qui est produit par un consortium d'auteurs, d'illustrateurs, de rédacteurs, sous la houlette d'un médecin humaniste de la ville de Nuremberg, Hartmann Schedel, qui aboutit à un incunable de 300 pages et 1809 gravures, certaines sortant de l'atelier même de Albrecht Dürer, parmi lesquelles se retrouvent 130 vues de villes présentant en quelque sorte un condensé visuel de ce que les contemporains concevaient être une ville et une commune idéale à la fin du Moyen Âge. Dans le même ordre d'idées, les traités descriptifs et historiques signalent un moment semblable de réarmement d'une conscience urbaine des origines, de la mémoire des cités, de leur identité et de celle de leurs élites dirigeantes, en orchestrant une communalité, une idéologie du bien commun, une visualité et une historicité qui convergent vers la mise en place d'un nouveau vocabulaire, d'un nouveau sens de l'histoire, d'une nouvelle manière de voir et donc de nommer la ville, et en particulier la commune, qui, à défaut de faire programme, fait aussi donc commune et participe d'une urbanité, certes avant tout imaginaire et pour beaucoup sur la défensive, mais qui n'en fonde pas moins une grammaire, une perspective, une circulation qui ont contribué à donner à la modernité jusqu'à nos jours une forme investie et sédimentée de ce que devait être la commune, conçue comme une vie citadine en société. J'en donne un exemple, pour ne pas être trop long parmi d'autres, qui peut être recherché dans un texte rédigé en 1489 par un moine dominicain de la ville de Ulm, sur les bords du Danube, un traité qui s'intitule en latin Tractatus de civitate ulmensi de eius origine regimini de civibus eius et statu, c'est-à-dire traité sur la ville d'Ulm, ses origines, son organisation, son gouvernement, ses citoyens et son état présent. Et je souhaiterais juste lire quelques éléments du prologue de ce traité qui me semble pouvoir installer notre réflexion parce qu'il témoigne d'un effort de conceptualisation de ce que peut être tout à la fois et parallèlement une ville de commune dans cette quasi-dernière décennie du XVe siècle, dans l'espace que nous considérons. Le prologue commence ainsi. En dernier lieu, il me revient de décrire la cité d'Ulm, selon la promesse exprimée dans la première partie de ce traité, parce qu'elle est l'aboutissement par lequel mon voyage a débuté et s'est achevé. Il revient alors d'un voyage effectué à Jérusalem et au fond, revenant dans sa ville d'origine, eh bien, il décide d'en faire la description. Je poursuis, mais la description de cet oppidum m'est difficile parce que je n'ai trouvé personne avant moi qui ait écrit sur lui de quelque façon et parce qu'en moi, grand est le désir d'en parler avec clarté. Bien indifféremment, poursuit-il, quand je parlerai de cette ville de Ulm, je l'appellerai ville, cité, oppidum, villa, château, castel, bourg et village, puisque tous ces termes lui conviennent. Ulm est en effet une ville, parce qu'une ville est dite ainsi à partir d'un cercle, et cela parce que la Ulm antique, tout comme la moderne, est circulaire et ronde et quasiment planifiée en cercle. De plus, une cité est ainsi dénommée non pas parce que les rocs, les murs ou les fossés la font, mais l'unité de ses citoyens. Voilà sans doute le maître mot de cette idéologie de la commune sous la plume de ce moine dominicain, c'est-à-dire ce qui fait ville, c'est l'unité de ses citoyens. À Ulm, on trouve en effet une belle unité des citoyens. De surcroît,
Cette cité est dite communauté quand elle est gouvernée par des lois, par celui qui peut dissoudre et instituer la cité. Or, telle est la communauté de ville, la communauté à Ulm, ce par quoi elle est dite cité. Ulm est aussi un oppidum, écrit avec un seul P, qui vient de opus et de opes, parce qu'elle apporte aide et protection à ses habitants. Donc, deuxième élément du vocabulaire. Après l'unité, l'aide, la protection. Et qui contient des trésors et des richesses, qui est l'autre sens latin de ce oppidum avec un seul P, c'est-à-dire l'accumulation de richesses, qui ne sont pas en petit nombre. Mais aussi, on peut la dire oppidum avec deux P, presque comme opposés, à cause de la conjointure des murs, parce qu'un mur se tient contre un autre. Ainsi, les murailles intérieures se tiennent contre les murs des maisons du côté intérieur et contre les murs des murailles extérieures. Cette conjointure des constructions de murs privés et publics qui font de la ville une sorte de circulation organique de murs bâtis et qui protègent donc les citoyens unis entre eux. Ensuite, je poursuis, elle peut être appelée aussi bourg en raison de sa fortification solide. De là, ces citoyens sont appelés en langue vulgaire Bürger, c'est-à-dire les seigneurs d'un bourg. Ulm est aussi appelée villa ou bien village, non pas simplement parce qu'elle est ainsi appelée villa, ce qui n'est pas entouré de murs, mais elle est dite villa impériale. Et cet ajout place Ulm au-dessus d'un oppidum et d'une cité, car elle est l'une des 4 villes d'empire sur lesquelles on dit que l'Empire s'est fondé dans la Carolina de Charles IV. Il fait ici référence à une constitution de 1356. Et il décline encore tous ces mots possibles de la cité commune en disant « Ulm est aussi appelé village, mais de manière toutefois impropre, car un village n'est gouverné par aucune citoyenneté. C'est la grande distinction entre ville et village. Aucune citoyenneté ne la gouverne, et un village n'est protégé normalement par aucun mur ni fossé. Et c'est en considération de ce dernier argument que Ulm peut être appelé village et non au regard des 2 premiers, car de tout le pays, des routes publiques passent par Ulm. Donc vous voyez, j'ai évidemment supprimé beaucoup de passages de ce texte assez extraordinaire qui essaie d'adapter à la définition de la cité et la commune tout le vocabulaire disponible à la fin du XVe siècle sous la plume de ces juristes théologiens. Donc, pour finir, je voudrais dire qu'à relire donc cette introduction, on sent bien que la ville produit un savoir urbain qui participe de l'idéologie communale conçue comme une science urbaine de la vie en société. Alors, pour débattre de tous ces problèmes et de toutes ces questions, nous avons convié à s'exprimer tour à tour. Tout d'abord, Florence Hulac, qui est philosophe et maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris 8. Elle travaille sur l'histoire à la croisée de la philosophie des sciences sociales et de la philosophie politique. Et ses recherches ont d'abord interrogé les conceptions du rapport entre pratique sociale, discours et représentation collective dans la philosophie politique contemporaine et dans la critique philosophique de l'histoire, ainsi que dans la science historique française, tout particulièrement à travers les œuvres de Lucien Febvre et de Marc Bloch. Elle a depuis étendu sa réflexion au statut de l'histoire dans les sciences sociales allemandes, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et elle s'intéresse actuellement au rôle joué par les communes médiévales dans la généalogie de la modernité chez les fondateurs des sciences sociales, notamment Émile Durkheim et Max Weber. C'est en mobilisant et en croisant les écrits de ces 2 sociologues qu'elle interrogera la matrice de la commune médiévale que chacun a proposée, conçue comme les premières élaborations d'idéaux sociaux qui n'ont pas perdu aujourd'hui leur force critique. Après elle, la parole sera donnée à Olivier Richard, qui est ici à ma droite, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Strasbourg, spécialiste, entre autres, des villes de l'Empire à la fin du Moyen-Âge, champ de recherche dans lequel s'inscrit d'abord sa thèse, que je cite, Mémoire civique, mémoire bourgeoise,
Mémoria et identité urbaine à Ratisbonne à la fin du Moyen Âge, soutenu en 2005, et c'est dans ce même champ de recherche urbain que s'inscrit son habilitation à diriger des recherches soutenues en 2015 sous le titre « La société, les pouvoirs et le sacré » dans les villes du sud de l'Empire à la fin du Moyen Âge, avec une étude particulière sur le serment et le gouvernement dans les villes du Rhin supérieur à la fin du Moyen Âge et qui montre la vitalité, il en sera, je crois, question, de la prestation du serment pour faire commune dans les villes à l'aube de la Réforme. Enfin, Valentin Gröbner achèvera cette table ronde. Il est professeur d'histoire du Moyen Âge et de la Renaissance à l'université de Lucerne, en Suisse, depuis 2004. Il travaille parallèlement sur le rôle du médiéviste et des narratifs de l'histoire du Moyen Âge dans la formulation des débats actuels et la culture politique contemporaine, mais aussi sur la culture anthropologique de la société tardo-médiévale, notamment sous l'angle de son dispositif visuel, du portrait, des cadeaux et de la corruption, et du contrôle des personnes, avec notamment une histoire de la généalogie et de la mise en place du passeport dans les sociétés européennes. Son propos portera sur les marqueurs de l'individualité, notamment de la conscience de soi, dans l'émergence d'une culture communale urbaine. J'en ai donc fini avec la présentation des intervenants et toujours l'œil sur la montre, sans tarder, je passe la parole à Florence Hulac, que je remercie encore d'avoir accepté de contribuer à cette table ronde.